Hi gamin, j'espère que tu vas bien. C'est la dernière vidéo de génétique. Après ça, boum, on passe à autre chose. J'ai donc besoin de te rappeler que dans ce chapitre, dans ce thème génétique, on a vu pas mal de choses. On a vu la notion de gène, d'allèle, de mitose, de méiose. On a vu beaucoup de choses. Il est temps de clore complètement ce chapitre. Il faut passer à autre chose. Mais il nous reste cette vidéo. Cette vidéo porte sur la transmission des maladies génétiques. C'est pas rien. Il ne s'agit pas obligatoirement de tout savoir, tout comprendre. Non, juste avoir quelques idées de ce qui peut poser problème et comment ça se passe, comment ça se transmet. D'accord? Let's go! Alors, la transmission des maladies génétiques. C'est du lourd. Bon, la vidéo ne sera pas non plus un cours complet de médecine, hein. Ça reste programme de 3e. Je te rappelle, gamin, que c'est vraiment important. Je sais, je le dis à chaque vidéo, mais c'est important. Ton attitude mentale, équipement, feuille, stylo, règle. Face à l'ordi, prêt à écrire. J'espère que tu ne regardes pas sur ton téléphone. Tu dois être prêt à écrire. D'accord? J'écoute, je comprends, je prends des notes. L'attitude qui permet la réussite. Je te fais confiance, tu dois l'appliquer. C'est important si tu veux atteindre ton plein potentiel. Let's go. Gamin, on commence par la transmission de la trisomie 21. Comprendre la trisomie 21. Mais déjà, tu sais pas mal de choses. En effet, tu sais déjà, parce qu'on l'a vu en génétique, que les individus atteints de trisomie 21 ont un chromosome en plus dans chacune de leurs cellules. Un chromosome 21 en plus. La question, c'est comment c'est possible? Quels sont les facteurs qui influencent ça? C'est ça la question là d'aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des symptômes. Bon, il y a des problèmes cardiaques, évidemment, mais ce que tu vas tout de suite reconnaître, c'est des yeux à forme particulière, parfois un certain retard mental, mais parfois pas, il n'est pas important, il n'est pas si important que ça. Regarde-moi comment c'est mignon ça. Regarde-moi comment c'est mignon. Alors, trisomie 21, c'est malheureusement la maladie la plus fréquente, la maladie génétique la plus fréquente en France, d'accord? Maladie chromosomique serait plus juste. Le risque est plus élevé, ça c'est intéressant. Le risque est plus élevé si la mère a plus de 35 ans. Ouais. Il va falloir comprendre ce qui pourrait favoriser ça. Pourquoi est-ce qu'une femme, je sais pas, maintenant on fait tous des études, on pousse assez loin, ça retarde l'âge auquel on va rencontrer l'âme sœur, la décision d'avoir des enfants, et donc du coup tout ça, ça retarde, mais à un moment donné, on paie le prix de ce retard, on paie le prix de cette reproduction tardive. Et malheureusement, ça augmente, c'est pas moi qui fais la nature, ça augmente le risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21. Alors, le problème est chromosomique, on le sait, il y a un chromosome en plus. Le problème est chromosomique. Et si on regarde ça d'un peu plus près, dans une cellule qui est sur le point de se diviser, qui est en train de se diviser, dans une cellule, on va trouver des chromosomes, mais on va trouver 2 chromosomes 21. Je rappelle qu'ils sont de petite taille. 2 chromosomes 21 dans l'ovocyte de la mère. Je rappelle que normalement, à la fin d'une méiose, on devrait avoir un seul chromosome 21 à une chromatide. Là, on en a 2. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et c'est là que tu as besoin d'être concentré. Donc le problème de la trisomie 21 est chromosomique et il est lié à l'âge de la mère. C'est le seul facteur connu favorisant la trisomie 21. On n'en connaît pas d'autres. On n'en connaît pas d'autres. Alors voici un graphique qui nous montre quoi? Il nous montre le risque, la proportion de naissance en fonction de l'âge de la mère. On voit que c'est très très faible si la maman a entre 20 et 24 ans. Mais on voit qu'à partir de 35 ans,
le risque passe de 1 sur 1500 à 1 sur 100. C'est énorme. 1 sur 100, c'est énorme. Ça a l'air de rien pour toi, c'est normal. Tu as 15-16 ans, ça te semble être rien du tout, mais si, c'est énorme. 1 sur 100. On a donc un risque important chez les femmes de plus de 35 ans. Alors, s'il y a un chromosome en plus, c'est que pendant la méiose, il n'y a pas eu séparation. Et on sait, parce qu'on a travaillé la mitose préalablement, la séparation se fait pendant l'anaphase. Dans une méiose, il y a 2 divisions, réductionnelle, équationnelle. Il y a donc 2 anaphases. Et on va voir en effet que c'est lié à ça. On a ici une magnifique représentation d'une anaphase 1, l'anaphase de la division réductionnelle. On reconnaît les câbles, les centrioles, les microtubules qui tirent sur des chromosomes. Attention, ce sont des chromosomes à 2 chromatides qui partent vers les pôles. Eh bien, pendant la méiose, il peut très bien se passer ceci. Les 2 chromosomes de la paire peuvent se retrouver dans la même cellule et non pas un chromosome de chaque côté comme on l'observe normalement. On dit qu'il y a non-disjonction. Bon, c'est en anglais. D'accord? Il y a non-disjonction. Et du coup, à la fin de la méiose, on se retrouve, une fois qu'il y a séparation des chromatides, avec 2 chromosomes à une chromatide, 2 chromosomes 21 à une chromatide. Autre cas de figure. On est ici dans une anaphase de la 2e division de la méiose, c'est-à-dire une anaphase équationnelle. Et que se passe-t-il? On reconnaît les centrioles, on reconnaît les microtubules, et là on voit des chromosomes à une chromatide partir vers les pôles. Et bien là encore, ça peut mal se passer, ça peut arriver, et que les 2 chromatides séparées partent vers le même pôle. Et on se retrouve avec ce cas de figure. Ici, séparation des 2 chromosomes de la paire. Ici, le cas est tout à fait normal. Séparation des 2 chromatides, 1, 1. Puis enfin, ici, on casse le centromère, mais malgré tout, les 2 chromosomes se retrouvent dans la même cellule. Et là, on en a un en trop, comme on en avait un en trop dans ces 2 cellules. Donc, dans tous les cas, il y a une non-disjonction. Dans tous les cas, on se retrouve avec 2 chromosomes 21 au lieu d'1. Et si vous avez ainsi un ovocyte qui contient 2 chromosomes 21, mais que de l'autre côté, vous avez un spermatozoïde qui en contient 1, 1 plus 2, ça fait 3. On se retrouve donc avec des cellules œufs trisomiques portant donc un chromosome 21 en plus. On vient d'expliquer que le facteur favorisant la trisomie 21, c'est l'âge de la mère. Au-delà de 35 ans, le risque augmente fortement et il augmente plus la mère avance son âge. Quelle est la cause de cela? Une non-séparation des chromosomes ou une non-séparation des chromatides? Quelle est la cause de ça? Eh bien, alors c'est strictement hors programme. Il y a des protéines qu'on appelle de la coésine qui permettent de relier les chromosomes l'un à l'autre. Et en reliant les chromosomes l'un à l'autre, parfois, et quand on a une bonne quantité de coésine, ça permet une bonne méiose. Mais chez la femme, la quantité de coésine diminue avec l'âge. Au bout d'un moment, elle n'en a plus assez et à cause de ça, la séparation se passe mal. D'accord? Let's go. Deuxième partie de notre parcours des maladies génétiques, de la transmission des maladies génétiques. Il s'agit d'étudier cette fois-ci une maladie très connue, une maladie respiratoire. Les individus fabriquent du mucus dans leur trachée et il s'agit de la mucoviscidose. Alors, je sais, tu n'as pas l'habitude de ce type de document, je le sais.
C'est ce qu'on appelle un arbre généalogique. Génération 1, ce sont les grands-parents. Génération 2, ce sont leurs enfants, donc on va dire les parents. Et enfin, troisième génération, représentée ici. Les symboles sont assez simples à comprendre. Le carré, c'est l'homme, le rond, c'est la femme. D'accord? Et quand les carrés ou les ronds sont en noir, sont des individus atteints de la maladie et qui présentent les symptômes de la maladie. Alors du coup, tu te demandes bien ce qu'on peut faire avec ce genre d'études. Alors, tu as compris qu'on numérotait les générations en chiffres romains, 1, 2, 3, et puis les individus en chiffres arabes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque ligne horizontale, c'est un mariage, une reproduction, et puis ensuite on a en dessous les enfants obtenus. Ici, par exemple, 2 garçons et une fille. Voilà pour les présentations du document. La question, c'est qu'est-ce que toi, le jour du brevet, qu'est-ce que toi, tu peux en tirer de ça, de cette représentation, de cet arbre généalogique? C'est ça la question. Ce qui va m'intéresser, c'est d'abord de repérer le gène, mais ensuite je me pose une question. Est-ce que l'allèle qui rend malade, qui donne la mucoviscidose, est-ce que c'est un allèle dominant ou est-ce que c'est un allèle récessif? Et toi, juste en regardant ça, tu dois pouvoir trouver la réponse. Alors, le gène en question code pour une protéine de cellules de la trachée, la CFTR, et présente 2 allèles. L'allèle qu'on va appeler grand M, qui code pour une protéine normale, et donc dans ce cas-là, t'es pas malade, et l'allèle petit m, qui lui code pour une version défectueuse de la protéine, ce qui te rend malade. D'accord? Question, l'allèle petit m est-il dominant ou récessif? Alors, pour savoir ce qu'il en est et pour surtout comprendre ce qui s'est passé ici, cette pauvre femme est atteinte de mucoviscidose. Pourtant, ses parents ne sont pas malades. Eh bien, on va regarder les parents. Ces parents, qu'on appelle 1, 1 et 1, 2, ne sont pas malades. Et pourtant, s'ils ont transmis les allèles qui rendent malades, c'est que donc, ils devaient être hétérozygotes. S'ils sont hétérozygotes, l'allèle ne s'exprime pas en eux, ça veut dire que cet allèle est un allèle récessif. Ils devaient donc être porteurs de l'allèle petit m, mais comme ce sont des porteurs sains, M est donc récessif, ne s'exprime pas. À partir du moment où tu arrives à ce type de conclusion, tu dois être capable de donner le génotype des différents individus présents dans le tableau, dans l'arbre généalogique. Donc, considérons les grands-parents 1,1 et 1,2. Ces grands-parents, quel est leur génotype? Est-ce qu'il y a plusieurs génotypes possibles ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Eh bien, c'est assez simple. On vient de le dire, ce sont des porteurs sains, ils portent l'allèle petit m dans leurs cellules, mais cet allèle ne s'exprime pas. Le seul génotype possible, c'est donc grand M sur petit m. Grand M leur permet d'être en bonne santé, petit m, ils sont porteurs et peuvent transmettre l'allèle à leur descendance. Vous allez me dire, ouais, mais et les autres? Alors évidemment, les individus qui sont malades, vu que c'est un allèle récessif qui rend malade, sont obligatoirement petit m sur petit m. Ça, c'est assez facile à comprendre. Pour qu'ils puissent être malades, pour qu'ils puissent avoir le caractère atteint de mucoviscidose, il faut que l'allèle petit m s'exprime. Comme il est récessif, il faut que leur génotype soit petit m sur petit m. Si c'était grand M sur petit m, ils ne seraient pas malades. Oui, mais les autres. Alors, par exemple, ici, la demoiselle 2,2, elle peut aussi bien avoir hérité de grand M, ou avoir hérité de grand M et petit m. Si elle était petit m sur petit m, elle serait malade, ce qui n'est pas le cas. Elle a rencontré son âme sœur, a eu des enfants avec lui, et là on voit que les enfants sont sains. Mais lui peut très bien être grand M sur petit m, hétérozygote,
ou grand M sur grand M homozygote. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Hop là. Pareil pour 2,7 qui a épousé 2,6. 2,7 et grand M sur petit m. Là, par contre, à la différence de 2,1, là, par contre, on est sûr qu'elle porte l'allèle petit m. Pourquoi? Il suffit de regarder l'enfant 3,3, le garçon 3,3, il est malade. Il est donc petit m sur petit m. Ça veut dire qu'il a hérité d'un petit m qui vient de son père et d'un petit m qui vient de sa mère. De son père et de sa mère. Ici, grand M sur petit m. Et ici, grand M sur petit m. Les frères et sœurs de l'individu malade peuvent avoir hérité du grand M 2 fois ou du grand M et du petit m pour être hétérozygotes. On ne le sait pas. Il faudrait avoir leurs enfants pour savoir ce qu'il en est. C'était pas si compliqué. C'est ça l'étude d'un arbre généalogique. Vous avez parfois du mal, ça a l'air abstrait, et je conçois que c'est abstrait, c'est vrai. Mais c'est de la pure logique. Tu te poses la question, est-ce que l'allèle est dominant ou récessif? Et tu essaies de trouver un endroit du tableau, un endroit de l'arbre qui te permette d'y répondre. On dit dans ce cas-là que la maladie est autosomale récessive. Je m'explique. Récessive, c'est facile à comprendre. Elle se transmet grâce à un allèle récessif. Autosomale, ça veut dire qu'elle porte sur un chromosome qui n'est pas un chromosome sexuel. Alors chez nous, nous avons 23 paires de chromosomes. Eh bien, le gène en question se trouve sur la paire numéro de 1 à 22. L'un de ces chromosomes-là, honnêtement, je ne sais plus lequel. Il faudrait que je recherche. Récessive. L'allèle est récessif. On continue, gamin, avec une autre maladie. Attention, là, c'est du lourd. Il s'agit de la maladie de Charcot. Bouge pas, j'ai pas cliqué au bon endroit. Clac. La maladie de Charcot. C'est une maladie mortelle qui se déclare à partir de 40-50 ans. Une maladie qui va provoquer la paralysie de tes muscles et si ça touche ton diaphragme, muscle respiratoire, ou ton cœur, muscle cardiaque, c'est la mort assurée. C'est voilà, une maladie génétique qui n'apparaît pas à la naissance. Maladie de Charcot. Alors, on a un arbre généalogique. C'est le même système que tout à l'heure. Les carrés sont des hommes, les ronds sont des femmes. Quand le carré est coloré, l'individu est malade. Quand il est blanc, l'individu est sain. Assez simple jusqu'à là. La question qu'on se pose, c'est la transmission se fait-elle par un allèle qui est récessif ou dominant? C'est la même question que tout à l'heure, la même. Alors regardons ça d'un peu plus près. On va s'intéresser aux individus 2,3 et 2,4, c'est-à-dire cet homme et cette femme. Ils sont malades tous les deux. Bon, quand ils se sont rencontrés, ils ne l'étaient pas. Cette maladie qui se déclare plus tard. Mais ils sont malades tous les deux. Mais ils ont un enfant qui est sain. Un enfant qui est sain en 3,11, un garçon. Ok, ils ont eu des enfants qui plus tard sont devenus malades. Mais cet enfant-là, lui, en grandissant, n'a pas déclaré la maladie, il est sain. Donc, si cet individu est sain, ça veut dire qu'il porte des allèles qui lui permettent d'être en bonne santé. Donc, on peut en conclure que 2,3 et 2,4 sont donc obligatoirement hétérozygotes. Petit m sur grand M. Petit m sur grand M. Mais faisons l'hypothèse que petit m soit récessif. Faisons l'hypothèse. Dans ce cas-là, 2,3 et 2,4 portent l'allèle qui rend malade, petit m. Mais puisqu'ils sont malades, c'est pour ça que c'est coloré, puisqu'ils sont malades, ils sont donc obligatoirement, dans ce cas-là, petit m sur petit m. Ils ne peuvent pas transmettre d'allèle grand M puisqu'ils sont malades, puisqu'ils sont homozygotes récessifs. Et pourtant, l'individu de 3,11 est sain. Donc l'hypothèse d'une transmission avec un allèle récessif est une hypothèse fausse. Ça coule de source.
Donc, si l'allèle n'est pas récessif, c'est qu'il est dominant, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, c'est qu'il est dominant. Petit m est donc dominant. C'est pour ça que j'écris petit m sur grand M. Hein. Petit m est dominant. Dans ce cas-là, les individus 2,3 et 2,4 sont donc obligatoirement petit m sur grand M, on l'a déjà dit. L'hypothèse ne peut qu'être juste. Pourquoi? Ils sont petit m sur grand M tous les deux. Le fait qu'ils possèdent l'allèle dominant petit m fait qu'ils vont déclarer la maladie à plus de 40 ans, mais comme ils sont porteurs de l'allèle grand M et grand M, ils peuvent très bien transmettre cet allèle à la descendance. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un individu sain. C'était la partie de l'arbre généalogique qu'il fallait étudier pour démontrer que c'est une transmission avec un allèle dominant. On est bon? Voilà. Alors, je l'ai écrit, voilà, j'ai placé. Alors ça, c'est quelque chose que tu dois être capable de faire. Les individus sains sont tous grand M sur grand M. Et oui, parce que s'ils portaient l'allèle dominant petit m, ils seraient malades. Donc ils sont tous grand M sur grand M. Et les individus malades sont soit petit m sur petit m, soit petit m sur grand M. Parce que pour cet individu-là, rien ne dit qu'il soit petit m sur petit m. Rien ne le dit. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas étudié ses enfants. Il s'agit donc d'une maladie autosomale, là encore un chromosome qui n'est pas un chromosome sexuel, dominante, parce que l'allèle se transfère de génération en génération et que cet allèle-là est dominant, il n'est pas récessif. Voilà, gamin. Voilà. Allez, je le dis haut et fort. La génétique est terminée. Yes! Yes! Enfin fini. Bon, il nous reste l'évaluation à faire, évidemment, mais la génétique est terminée. On vient de clore un thème, j'allais dire pas un chapitre, un thème, et ça fait du bien. Comme d'hab, ça me fait toujours plaisir de transmettre ce que je sais. Je suis né pour ça, je suis bon dans ça. D'accord? Je suis pas bon, je suis le meilleur. Le meilleur, gamin. Le meilleur. Tu ne trouveras pas meilleur que moi. Bien, maintenant que je me suis jeté des fleurs, ok, let's go. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Hey, t'oublies pas de liker, t'oublies pas de laisser un commentaire pour me dire que mon cours était super. Si tu as une question, c'est la règle. Si tu as une question, tu l'écris dans les commentaires. Ouais, là, j'ai pas bien compris, nanana. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, si tu aimes bien partager, partage. Si tu as des potes qui ont un prof qui n'est pas aussi bon que moi, balance-leur le lien de la vidéo. Ils pourront ainsi assurer une bonne note. Ok, d'accord? Let's go, on y va. Ciao, ciao, gamin. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.